Bonsoir à tous. Nous sommes réunis ce soir pour ensemble envisager l'analyse, la discussion autour du livre de Claude Brunier-Coulin qui s'intitule La comédie de la chronique. Nous avons autour de cette table, de ce petit plateau ce soir, Alain Le Bouhec, professeur Degré, Michel Faye et moi-même Jean-François Petit. Ce que je vous propose, c'est de nous donner la parole les uns les autres pendant 5-7 minutes pour nous donner peut-être d'abord les premières impressions que nous retirons de ce livre, et puis après, en fonction aussi peut-être de l'un ou l'autre complément de Claude, on verra quels sont les points saillants sur lesquels nous aimerions discuter ensemble. Je laisse peut-être tout de suite la parole à Michel Faye pour quelques instants. Donc, moi j'ai trouvé ce livre évidemment particulièrement riche et intéressant. J'ai noté plusieurs points qui m'ont paru importants. Et évidemment, en tant que philosophe, j'ai été sensible au lien que Claude fait entre, disons, l'idéologie de la chronique et les penseurs, les philosophes de la déconstruction, en particulier Derrida et Lacan. Et donc, finalement, j'ai trouvé très intéressante l'idée selon laquelle, au fond, la déconstruction est l'assise, en quelque sorte, philosophique où se tient la chronique. Donc peut-être y aura-t-il lieu que Claude revienne un peu là-dessus et précise un peu ce point, parce que c'est original, évidemment. On ne perçoit pas forcément en écoutant France Inter tous les matins l'influence de Derrida ou de Lacan. Alors donc là, moi c'est ce qui m'a peut-être le plus intéressé dans ce livre, surtout qu'à un second degré, Claude fait un lien entre les penseurs de la déconstruction et la théologie négative. Donc, j'allais dire, la question, j'allais dire, est à deux niveaux, de la théologie négative à Derrida et à Lacan, puis des penseurs de la déconstruction à l'idéologie de la chronique. Donc il y a là quelque chose que j'ai trouvé quand même très stimulant et très intéressant. Et j'ai été également sensible à d'autres aspects, sur lesquels on aura sans doute l'occasion de revenir. Peut-être je peux les énoncer rapidement. Oui, on peut énoncer rapidement, oui. Alors évidemment, ce livre est écrit dans un style très alerte, enfin très intéressant. Il y a beaucoup d'ironie, en particulier tout ce qui est dit sur la liturgie de la chronique, et que moi j'aurais volontiers intitulé « Le clergé du signifiant ». Bon, on reviendra peut-être sur les expressions après. Ça c'est moi qui... Voilà. Et en lien évidemment avec tout ça, j'ai été sensible aussi au fait que dans les chroniques, on a un véritable refus de la raison au profit de la musicalité érigée, comme le dit Claude Brunier-Coulin, en critère de vérité. Et donc il y a là également quelque chose d'intéressant, je crois, qu'il faut creuser. Et ensuite, j'ai noté également ce que Claude appelle une pratique aporétique de la pensée, qui est au fond une stratégie pour dérouter un petit peu l'auditeur avec ce qu'il appelle la stratégie encensée brûlée. Qui est, à mon avis, un point intéressant qu'il faudrait peut-être développer un petit peu. Et puis, évidemment, l'analyse de l'idéologie du libéralisme libertaire, qui est analysée de façon, me semble-t-il, tout à fait originale, intéressante, dans la dernière partie du livre, cette idéologie du libéralisme libertaire ayant sans doute aussi des conséquences pour la démocratie et le débat démocratique. Donc il y a là un ensemble de points que j'ai notés et qui, pour moi, font tout l'intérêt de ce livre. Merci. Donc, premières impressions d'un philosophe, peut-être maintenant du côté des patrologues, des historiens, des idées. Et, en tout cas, il y a peut-être d'autres angles possibles, bien entendu. Alain Le Bouhec, vous avez la parole. Oui, moi j'ai été très intéressé par ce livre aussi. J'ai beaucoup apprécié le talent du polémiste. Et puis aussi l'art avec lequel Claude Brunier-Coulin décortique la rhétorique de ses chroniques, en montrant tous les sauts, les amalgames, les facilités
de raisonnement qui finalement finissent par détruire toute logique et infléchir et induire en erreur finalement l'auditeur en lui faisant croire que son développement est imparable. Et il faut dire aussi que les chroniqueurs sont dans une situation de force particulière parce qu'ils ont très peu de temps pour parler et l'auditeur lui-même aurait besoin d'un certain temps pour réagir, pour comprendre. C'est une chronique sans dialogue, évidemment, sans discussion possible. Donc il n'y a pas de réponse. Donc moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est justement cette partie critique du travail de Claude. Aussi la définition de l'idéologie du libéralisme libertaire, avec tous ses pièges. Là où j'ai été un peu réticent, c'est sur le point justement du rapport avec les philosophes de la déconstruction. Il m'a semblé que c'était faire beaucoup d'honneur à ces chroniqueurs que de les présenter comme des disciples de gens comme Derrida ou Lacan, qui ont quand même autre chose à dire, ou qui ont dit autre chose, ou écrit et pensé quand même de façon très neuve, même si on peut ne pas être d'accord avec eux, mais on ne peut pas non plus nier leur importance, même dans la construction d'un nouvel humanisme. Ce ne sont pas des gens qui ont forcément détruit tout ce qui est tout ce qui est humain. On pourrait le dire encore mieux d'ailleurs de Michel Foucault, qui lui n'est pas un déconstructionniste, mais qui en défendant tout ce qui est marginal, en luttant contre toutes les autorités, les pouvoirs de répression, a construit au contraire un humanisme très conséquent et important. Donc c'est plutôt justement sur ce rapport que j'aimerais avoir des éclaircissements. Je n'ai pas lu assez, d'ailleurs peut-être Derrida et Lacan pour être capable de porter un jugement, mais j'ai connu Derrida comme collègue pendant 13 ans. J'ai eu cet honneur-là, mais j'ai connu un homme qui était très attentif, très humain, très sociable, toujours prêt à écouter l'autre, et pas du tout quelqu'un qui était prêt à attaquer, à détruire. Voilà, c'est un peu D'accord, ben, merci pour ces premières impressions. Donc il reste Monsieur Debray. Donc vous êtes plutôt de côté de la psychologie, mais ce soir c'est aussi des réflexions libres à partir du livre de Claude Brunier-Coulin. Oui, alors je suis très honoré d'être parmi vous, des philosophes, des théologiens. Et je suis un peu différent de vous puisque je suis psychiatre, donc médecin, donc scientifique. Voilà. Et que ce que j'ai vu au cours de ma carrière, c'est l'évolution de la psychiatrie du point de vue scientifique. Et en particulier, je prendrai comme exemple, entre 1970 et 1990, 1970, 2 ans après l'événement 68, et je pense que ma discipline, enfin la discipline psychiatrique, a fait des projets absolument considérables pendant ces 20 ans. L'arrivée de nouveaux médicaments psychotropes, le sérieux de l'approche psychologique, les tests, les statistiques extrêmement importantes, et surtout le scanner, l'imagerie cérébrale, etc. Ce qui fait que entre 1960 et 1990, en 30 ans, cette discipline a été entièrement rénovée dans le monde entier. Dans le monde entier. Et j'ai vu tout ça, je l'ai vu de très près, j'ai assisté à des congrès scientifiques internationaux, j'ai vu toutes ces choses-là. Moi-même, j'ai mis la main à la pâte. Et on a vu par exemple arriver des découvertes cliniques, comme voir certains malades, par exemple, une personnalité borderline, une personnalité pathologique, s'est aperçu qu'il y avait des traumatismes dans l'enfance, et on pouvait revenir en arrière, travailler là-dessus, etc., ce qu'on n'avait pas du tout compris dans la psychiatrie antérieure. Pendant ce temps-là, à la même époque, il y avait des gens qui tentaient de comprendre la psychiatrie uniquement par le langage.
sans recourir à des méthodes empiriques, sans recourir à des statistiques, sans regarder de près les malades, avec attention, de regarder leurs antécédents familiaux, leurs familles, etc. Et ces gens-là se contentaient de parler. Et je pense que les découvertes scientifiques ne peuvent pas se faire par le seul langage. Vous qui êtes philosophe, vous savez très bien que le langage manipule des notions, des concepts, etc., etc., et que vous construisez ou vous déconstruisez, que vous faites des études précises, mais le baratin pur, ça ne marche pas. Et donc, pendant qu'il y avait des gens qui travaillaient dans des laboratoires, dans des centres d'imagerie cérébrale, par exemple à l'hôpital d'Orsay, qui n'est pas loin d'ici, etc., il y avait ce moulin à prière tibétain qui tournait avec des gens qui tricotaient du Lacan toute la journée, et ça n'apporte rien. Surtout avec des formules du genre l'inconscient est structuré comme un langage complètement... alors qui fait partie effectivement de ce type de formule donc, que Claude Brunier-Coulin étudie beaucoup dans son livre. Là-dessus, j'ai une petite critique à faire. C'est plutôt, enfin, c'est pas une critique, c'est un ajustement. Vous dites, les uns et les autres, il y a une idéologie libérale-libertaire. Et moi, je ne suis pas d'accord. Une idéologie, ça se tient. On peut considérer que la psychanalyse freudienne est en quelque sorte une idéologie. Il y a des idées, il y a des principes, il y a des écrits, celui qui veut rentrer dans le système psychanalytique, au fond, il peut y rentrer, il peut s'en servir. Bon. Je ne connais pas le marxisme, on pourrait peut-être faire la même chose pour le marxisme. Mais là, avec les individus que vous nous décrivez, c'est une telle bouillie que moi je ne vois pas comment quelqu'un peut considérer que c'est une idéologie. C'est une intoxication, beaucoup plus, avec des formules, alors des formules que Claude décortique remarquablement, en montrant qu'elles n'ont aucun sens. Mais quand quelque chose n'a aucun sens, je veux dire, à la limite, Lacan est presque plus structurant. Bon, sauf que Lacan, il est extrêmement gratuit. Donc, bon. Mais, si vous voulez, ce sont des suites d'aphorismes. Comme vous le dites très bien, il y a toujours ce qu'on appelle, en psychologie, le double lien. C'est-à-dire, il y a le plus et le moins, hein, ce qu'on appelle l'injonction paradoxale. Hein, vous connaissez peut-être ça en psychologie. Sois libre, fais ce que tu veux, voilà, donc, bon, tu peux faire ce que tu veux, je t'ordonne de faire ce que tu veux, voilà, c'est le type même de l'injonction paradoxale. C'est l'injonction paradoxale parsème votre travail, mais c'est pas une idéologie. Pour moi, c'est pas une idéologie. Alors, au sens fort du terme. Bon, au sens qu'on peut adhérer, qu'on peut entrer en idéologie, si vous voulez. Mais là, on ne peut pas rentrer, il n'y a rien. Oui. Alors voilà, Claude, déjà les premiers éléments qui sont posés. Moi, je trouve évidemment que ce livre que j'ai préfacé a vraiment une utilité, c'est d'attirer notre attention sur ce que certains appellent déjà le régime de post-vérité. Mais je voudrais simplement vous dire que les réflexions de Claude rejoignent celles qui sont menées au sein aussi de l'Académie catholique de France, hein, qui est notre grande sœur, pour voir ce qui s'est passé spécifiquement pendant la pandémie. Là, ce n'est pas un ouvrage qui est lié directement à la crise de la Covid, mais on a quand même vu que se renforçait une certaine verticalité de la communication, qui a renforcé énormément le pouvoir des médias, sur lequel il faut s'interroger. Pourquoi ? Parce que moi qui suis aussi concerné par le monde des médias, congrégation quand même à l'origine de Bayard Presse, c'est à la fois le meilleur et le pire que l'on trouve malheureusement dans les médias. Or, on a là effectivement, comme tu le dis très bien, toute une organisation avec ses prêtres, ses liturgies, bon, et je trouve que cette grille-là est suggestive. On a aussi tout un travail énorme que tu as pu faire sur les jeux de langage. Bon, là vraiment, on sent derrière qu'il y a une interrogation de type wittgensteinienne qu'il faudra avoir sur ces formes contemporaines d'aporie, avec évidemment énormément de choses à redire d'un point de vue strictement de la logique aristotélicienne. Bon, ça, c'est incontournable. Alors, est-ce qu'il y a une idéologie ou pas ? Ben voilà, ça va être déjà la question qu'il y a à traiter, mais ce n'est pas, à mon avis, le sens principal. Et je pense aussi, tu l'as très bien dit, ce que nous essayons de faire, c'est un exercice critique, réfléchi. Il ne s'agit pas voilà, de rentrer dans une logique de dénonciation, de complot, etc. C'est de comprendre le monde dans lequel nous vivons.
Voilà, donc peut-être Claude, on va te donner tout de suite la parole pour... tu as pu noter un certain nombre de réflexions, d'objections. Bon, est-ce qu'on est vraiment dans un monde dégradé ou est-ce que tu vois aussi les prémices d'autre chose? Enfin, voilà, on peut partir déjà un peu de ta compréhension de notre restitution. Bien, merci Jean-François. Je voudrais vous remercier tous d'être venus pour participer à cet échange qui a pour but donc d'avoir une réflexion sur les médias, comme tu disais, et puis sur la pensée actuelle en général. Je voudrais tout de suite dire que ce livre est encadré par une introduction et une conclusion qui parle de Maurice Clavel. Oui. Donc, tout de suite, préciser l'orientation et ce qu'est un chroniqueur vraiment différent de ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà, bon, on reviendra peut-être sur la figure de Maurice Clavel après. Je vais reprendre donc, ce que vous avez dit les uns après les autres. Alors, Michel s'interroge sur Derrida et Lacan. Je voudrais préciser là que c'est vraiment le traitement de la théologie négative. C'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire, c'est pas, comme tu l'as dit, la philosophie, tout ce qu'a fait Derrida. Il y a certainement des choses intéressantes. Et puis de toute façon, quand on lit Derrida, on se dit bien, il touche des trucs qui sont vrais. C'est pas que du délire. Non. Mais moi, je pointe simplement la théologie négative. Et là, je parle sous le contrôle d'un spécialiste. La théologie négative, moi, je distingue la théologie négative des pères de l'Église, de Saint Jean de la Croix, etc., de la théologie négative revue par Derrida et Lacan. Pour moi, c'est deux choses différentes. Pour Derrida, le problème, c'est l'événement. L'événement n'est pas, l'événement, il est à venir. Alors, il faut préciser comment ça s'écrit. À, accent grave, venir, plus loin. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas là, en fait. Bon. Et Lacan, c'est la chose. La chose, qu'en est-il? Eh bien, en fait, au départ, il y a du vide. Et la chose, elle se fait autour d'un vide. Le vide qui est là devant nous, et le vide même dans la pensée de celui qui conçoit la chose. Donc c'est vraiment ces deux points-là. Et comment... Alors, tout à l'heure, tu disais, oui, c'est pas évident que l'auditeur de France Inter s'en aperçoive tous les matins. Oui. Mais en fait, moi je trouve que ça se voit. C'est-à-dire que le point de départ de la chronique, ça n'est pas un événement réel qui a eu lieu, c'est un événement qui est construit. Je prends l'exemple de l'incendie de Notre-Dame, que j'ai pas mal étudié. Dans le livre. C'est ça. L'incendie de Notre-Dame, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, Notre-Dame a brûlé, mais pourquoi Thomas Legrand, qui est l'éditorialiste, qui est spécialiste sur le sujet, pourquoi est-ce qu'il s'occupe de la flèche Viollet-le-Duc? On dirait que on dirait que Notre-Dame, en tant que bâtiment, lieu spirituel, religieux, etc., tout ça, ça se réduit à la flèche Viollet-le-Duc. Bon. Et ensuite, il y a une deuxième opération, qui est de placer l'événement à l'intérieur de ce que j'ai appelé des dualités ou des dyades. C'est-à-dire que la flèche Viollet-le-Duc, elle est placée dans une dyade qui est utilisée alors à tout bout de champ, qui est la dualité conservateur-progressiste. Voilà. Et cette dualité, elle est posée en premier. C'est ça que je reproche à la critique. C'est qu'on commence par poser la dualité conservateur-progressiste, ensuite on prend l'événement Viollet-le-Duc, et on dit, si vous êtes conservateur, alors vous êtes pour, si vous êtes progressiste, alors vous êtes contre, et puis vous allez imaginer des tas de trucs. On a même imaginé des jardins paysagers, des je sais pas quoi, des choses qui n'ont plus rien. Là, Claude, ce qu'il faudrait préciser effectivement, c'est est-ce qu'on rentre dans une logique qui dépasse, ou c'est simplement ce que dit très bien d'ailleurs Isabelle de Gaumin, rédactrice en chef de La Croix, qu'on est devant un journalisme sans culture.
et ici Oui. précisément sans culture théologique. Donc faute d'être capable, et tu le dis très bien, et pour nos auditeurs c'est autour de la page 39 que effectivement les journalistes ne comprennent rien à des questions théologiques, on est placé devant des logiques binaires, devant un appauvrissement massif, alors que bon, une compréhension un peu plus ample et du monde théologique, et aujourd'hui dans la crise de l'épidémie, du monde scientifique, nous aiderait quand même à avoir un peu de recul. Oui, c'est ça. Mais est-ce que c'est ça, ou bien est-ce que c'est aussi le fait qu'en fait, il y a des canevas un peu imposés, à ton sens Bon, il y a le manque de culture religieuse, ça c'est Bon, pas, je c'est pas pense que fait. c'est un fait avéré. Et je pense qu'il y a autre chose, il y a ce fait que l'événement n'existe pas. Mm. Et donc, donc le chroniqueur commence par construire, par poser un événement qu'il choisit. Mais selon quels critères, nous ne les connaissons pas. Monsieur Debray voulait intervenir Oui, là-dessus. je voulais simplement dire qu'il y a aussi chez le journaliste et chez Lacan le désir de provocation, de dire des énormités. Quand Lacan dit « il n'y a pas de rapport sexuel », par exemple, c'est une phrase, bon, paraît-il, géniale. En fait, ça n'a aucun intérêt. Ce qu'il veut simplement dire, c'est que chacun jouit pour soi, et que chacun jouit pour soi, donc il n'y a pas de vrai rapport entre les deux personnes qu'un rapport sexuel. Donc en fait, c'est une blague de potache, c'est rien d'autre que ça. Mais c'est émis de telle façon que ça fait un trou. Bon. Et c'est la même chose. Je veux dire, pourquoi parler de violer le duc? Bon, parce que effectivement la flèche, etc. Bon, c'est un truc de journaliste. Ça, c'est je dis quelque chose que les gens ne s'attendent pas à entendre. Oui, alors effectivement, bon, dans les logiques journalistiques, je renvoie à Dominique Volton, il faut faire fort, hein, il faut faire rapide, hein, il faut faire schématique et clivant, si on veut avoir un minimum d'audience. Donc ça, Claude, tu le montres assez bien, et je pense que c'est assez bien vu. Et alors, deuxième chose, tu as parlé de la pratique aporétique de la pensée. Oui. Voilà. Alors, ce que je mets sous cet adjectif-là, ce que je mets, c'est que le chroniqueur, alors j'ai particulièrement étudié Dominique Seux, qui est l'éditorialiste économique. Alors, il propose une solution, puis ensuite on passe à la seconde solution qui peut être l'inverse, qui vient en contradiction. Et la chronique s'arrête là. Et même parfois, il ajoute entre la première et la seconde solution, eh bien, il faut choisir. Mais il ne choisit pas. Et donc, c'est ça que j'appelle la pensée aporétique, c'est d'arrêter la réflexion au moment où on attend que le chroniqueur dise « mais voilà où il faut aller ». Mais est-ce que c'est pas justement un des ressorts de la chronique contemporaine, c'est de n'amener justement à aucune conclusion par peur de vouloir perdre une partie de l'auditorat? Oui, mais ça c'est une bonne raison, oui, bien sûr. Mais pas ça, c'est une raison reconstruite. J'espère ne pas intervenir trop souvent, mais là, on va retrouver un vieux truc de psychanalyste, parce que vous savez très bien que les psychanalystes en général se taisent quand ils analysent les gens. Et alors, il y a beaucoup de gens qui viennent un peu comme ça, parce qu'ils ont de gros problèmes dans la vie. Alors, est-ce qu'il faut que je divorce? Est-ce que je ne divorce pas? Mon mari est odieux, etc. Bon. Et alors, évidemment que le psychiatre débutant, bêtement, donne un conseil, ce qu'il ne faut pas faire, bien entendu. Mais le vrai psychiatre, il décante l'affaire, et puis de telle façon que peu à peu, le malade trouve son chemin. Tandis que le psychanalyste, c'est à vous de choisir, etc. Il y a une brutalité, là encore, du non-choix chez certains psychanalystes, qui est aussi toujours ce renvoi à l'autre. C'est-à-dire la solution, elle est chez celui qui pose la question. Et ça, c'est très psychanalytique, et je pense que ça joue sans doute un rôle dans ce que vous appelez l'idéologie. Enfin, voilà, donc ça permettrait effectivement de voir si c'est ce que tu appelles le libéral-libertaire, justement, à ce non-choix. Est-ce que c'est l'expression de cela? Enfin voilà, c'est un peu à toi de nous dire comment est-ce que tu analyses cette question-là, parce que plusieurs d'entre nous l'ont souligné. Alors, est-ce que c'est lié directement au libéralisme libertaire? Oui, certainement. Le libéralisme libertaire, c'est cette idéologie selon laquelle, dans les deux, il y a le mot liberté, comme j'ai dit. Oui. C'est ça qui pose problème. Hein, c'est que, et le mot liberté est utilisé de deux façons complètement différentes. Il y en a un, c'est la liberté d'entreprendre, le libéralisme. Le libertarisme, c'est la liberté dans les comportements sociaux, les mœurs, etc. Bon.
Et la question, c'est que les libéraux sont allés tellement loin dans le libéralisme qu'on connaît maintenant les désastres qu'ils causent quand il y a des fermetures d'usines, etc. Hein. Donc ils sont allés tellement loin qu'ils matinent en fait leur théorie par un libertarisme pour le rendre plus humaniste, plus humain, etc. Voilà. Et d'un autre côté, le libertarisme, lui, a intérêt à prendre quelques trucs du libéralisme pour montrer qu'il est pragmatique, comme je dis, c'est-à-dire qu'il se soucie des contingences matérielles, des questions économiques, etc. Voilà. Voilà ce que je veux dire par là, et c'est une idéologie dans le sens où c'est quelque chose qui est construit. Hein. Oui, c'est construit, enfin, peut-être Alain. Oui, une idéologie aussi au sens marxiste, comme tout ça. Oui, c'est ça, oui. Oui, bien sûr, c'est au sens marxiste. C'est un ensemble de. Oui, pour Marx, c'est une construction, l'idéologie. Pour cacher la réalité, pour imposer un système. C'est ça. Un système économique différent. Alors, Par rapport à ce que disait Alain. Oui, c'est ça. Je voudrais dissiper la réticence que tu as formulée en disant la réticence qui est le rapport avec Derrida. Donc je précise bien, chez Derrida je ne prends que la théologie négative et ce qu'il en fait, et que ça n'est pas de la théologie négative au sens chrétien du terme. C'est ça que c'est sur ce point-là que je conteste. Voilà. Ensuite. Il y a aussi, alors, dans la rhétorique de la chronique, le fait que ce soit très court. Donc j'ai expliqué ça avec l'utilisation du haïku et du Coran. C'est-à-dire, l'intérêt du haïku, c'est que c'est très court, mais surtout ça déporte la réflexion à l'extérieur. Donc on est dans un texte, mais on envoie la personne, ou le dialogue, la conversation, on l'envoie à l'extérieur, et donc on ne peut plus rien en faire, puisqu'on est sorti du dialogue. Du cadre, avec en plus l'effet boule de neige que les médias actuels font, c'est-à-dire le premier qui le dira, et tu le notes assez bien, mais enfin, je pense qu'il est important de le souligner, le premier qui le dira aura gagné. Ouais. Et ça, c'est souvent le jeu télévisuel ou le jeu médiatique. La plus grosse énormité, elle passe la première, c'est elle qui a gagné. Et ça, c'est très difficile à contrer, hein, d'un point de vue d'argumentation logique. Puisque on l'a vu avec Trump au débat. Voilà. On vient de le voir. Alors sur l'idéologie, j'ai déjà commencé à répondre un peu en disant que voilà, il faut le prendre comme au sens de Marx, c'est-à-dire c'est une construction de la pensée. Et je voulais insister sur un point. Je voulais préciser donc à propos, j'ai pris comme point de départ La vie est un songe, cette pièce de théâtre de Calderon. Et c'est le fait de tenir à la fois ce que j'ai appelé la dénégation dogmatique de la prédestination et le fait que les prophéties s'accomplissent. Donc la dénégation dogmatique de la prédestination, ça veut dire que si on pose la question à un chroniqueur, êtes-vous pour ou contre? Eh bien, il dira je suis contre. Je veux dire, je suis contre la prédestination. Moi, je vais pas. Je suis pour la liberté de penser. Quoi. Le schéma, c'est ça. Hein. Et en même temps, il annonce ce qui va se passer. Oui. Donc c'est la prophétie autoréalisatrice. Voilà. Oui. C'est sa prophétie ça, à lui. Bien sûr. Qui va s'accomplir. Or, c'est tenir en même temps deux choses contradictoires. Oui, d'un point de vue logique. Voilà. Mais effectivement, on tient deux choses en même temps, mais on ne dégage pas de voix. Voilà. Ouais. Bon, alors en même temps, on peut se dire aussi, parce qu'on est vraiment dans la logique du en même temps, hein, est-ce que c'est rendre la liberté à l'auditeur ou pas? Bon, tu sens plutôt dire non, parce qu'en fait, c'est quand même un schéma d'imposition. Oui, exactement. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, M. Debray. Est-ce qu'on est là dans la suggestion, dans l'imposition, dans le... c'est très, très... Oui, dans mon métier, en général, on n'annonce pas de catastrophe et on se garde bien de faire des prévisions quand on est médecin. Je ne suis même pas psychiatre, médecin. Pas dire demain la fièvre sera tombée, ça on peut pas le dire. Par contre, on peut dire aux malades, faites des projets. Ça, c'est arrivé très très souvent. Faites au moins, faites plusieurs projets, vous allez voir celui qui pourra se faire le mieux possible.
Mais on ne fait absolument jamais ce que vous dites de prévision. Ça me paraît interdit en médecine. On pense que ça va aller mieux, vous allez sans doute guérir, mais oh là, et à mon avis d'ailleurs, c'est ce qu'un bon politique devrait faire. Nous allons nous engager dans cette voie, etc. Tandis qu'effectivement, je sens très bien, parce que moi j'écoute pas France Inter, je sens très bien par l'intermédiaire de Claude qu'il y a des espèces d'injonctions. Effectivement, il va se passer ceci, il va se passer cela, etc. Et ce qui est amusant, c'est que ça ne se passe pas forcément. Voilà. Non, parce que... Dans le domaine climatique, c'est absolument extraordinaire. Je veux dire, l'été va être très chaud, etc. Puis l'été n'est pas chaud. C'est embêtant, mais c'est comme ça. Oui, de temps à autre, on parle des best-of, des contradictions successives et autres. Mais c'est quand même un climat que Claude restitue assez bien, qui tend à accréditer un certain nombre d'actes, de postures, de façons de faire, indépendamment même des événements que l'on crée. Voilà, une prophétie autocréatrice, là. Le journaliste crée l'événement parce qu'il attire l'attention sur telle ou telle chose. Bon, et ça, c'est un climat sur lequel j'aimerais quand même qu'on revienne un peu, parce que, bon, de ces apories, moi j'ai envie de vous demander aux uns et aux autres, comment est-ce qu'on peut sortir de ça? Est-ce que ça veut dire qu'il faut fermer la radio? Non, j'ai l'impression que je prends trop la parole, mais... Non, si mais chacun de nous va s'exprimer. Là où j'ai dit tout à l'heure que pour moi ce n'est pas une idéologie, parce qu'une idéologie, normalement, si elle est par exemple la psychanalyse, elle apporte quand même à certaines personnes, pendant un certain temps, un sentiment c'est structurant, ça donne des buts, des repères, ça permet de mieux comprendre sa vie, etc. Enfin, je ne suis pas du tout psychanalyste, je suis même anti-psychanalyste, mais pour certaines personnes, ça a pu tenir un certain rôle pendant un certain temps. Là, il n'y a rien du tout de tout ça. Il y a un galimatia qui me paraît au contraire désespérant. Désespérant, c'est-à-dire qu'on est dans un système, alors c'est pas Kafka, ce serait plutôt Orwell, si vous voulez, avec des schémas et des formules qui n'ont aucun sens et qui sont de l'ordre de l'absurde, en fait. Je ne sais pas, il faudrait revenir au théâtre de l'absurde, à Ionesco, à des choses comme ça, ou à Beckett, si vous voulez, en attendant Godot, enfin. Et c'est quelque chose, moi je trouve, que tout ce que j'ai lu dans le livre de Claude est pour moi désespérant. C'est-à-dire, si j'avais 25 ans et que j'écoutais ça naïvement, je serais complètement perdu, complètement. Donc il y a une volonté, si vous voulez, de déstructuration de l'individu. Je vais assez loin. Et en même temps, avec le libertarisme, dont on a bien parlé, la drogue, les sexualités que vous voulez, le transgenre, le machin, etc. Enfin bon. Le transgenre, c'est complètement délirant. Il y a des gens qui sont transgenres, qui passent d'un sexe à l'autre. Il y en a qui veulent passer d'un... Mais ils sont très peu nombreux. C'est très rare. Donc, c'est vraisemblablement pathologique dans certains cas. En faire un emblème est absurde. Oui, ça veut dire que c'est autre chose qui se joue. Mais là, il y a peut-être justement quand même un phénomène idéologique. Au sens où il y a... il y a une pensée dominante quand même, que les médias véhiculent. Oui. Alors après, je pense que quand Claude parle d'idéologie, c'est ça qu'il veut dire. Oui, mais c'est la psychanalyse comme telle n'est pas une idéologie. Ça, on est bien d'accord. Même si moi, je ferais quand même une distinction entre la psychanalyse et une idéologie, quand même. Mais ce que Claude appelle idéologie, on voit bien, c'est ce qu'on nous sert du matin au soir. Il n'y a pas un téléfilm qui ne fasse l'apologie de l'homosexualité. Vous avez toujours... regardez la télévision tous les soirs. Dans le film, toujours, c'est obligatoire. Il y a le moment homosexuel. Toujours. Alors, c'est dans l'air du temps. Oui. C'est dans l'air du temps. Après, et c'est effectivement destructeur, au sens où c'est une forme de nihilisme. Moi, j'appelle ça du nihilisme soft. Mais c'est vrai que quelque part, c'est dramatique. Alors, sur le genre chronique, moi, restons sur le sujet, je pense qu'il y a une diversité, une variété, toutes ne sont pas du même niveau, et après il y a un certain nombre de canons, de standards, qui ne s'imposent pas de la même façon. Ce qu'on constate aujourd'hui, même si j'ai dit que la verticalité s'était renforcée dans le confinement, c'est quand même aussi un émiettement, et chacun va à la source, à la pêche de ces informations, d'ailleurs dans la niche de celles qui lui conviennent souvent le mieux. Par contre, la grosse question que tu poses, c'est
par rapport à des médias généralistes. Tu as pris quand même plutôt là, et c'est là que c'est un peu inquiétant, hein, des médias plutôt généralistes et des chroniques très grand public qui là sont quand même prescripteurs. Tu avais cité effectivement aussi l'enquête qui a été menée dans le monde diplomatique à propos de France Inter, qui se veut la radio de tous et qui en fait est sur des représentations du public beaucoup plus précises qu'on ne pense. Ouais. Voilà. Ça, je pense que c'est quelque chose vraiment à suivre. Hein. Je ne sais pas si Alain, par rapport aux constats qui sont faits là, tu as des réactions. Oui, j'ai été frappé en te lisant l'existence d'un paradoxe, même, parce que tu parles de l'élite médiatique qui est représentée justement par ces chroniqueurs, les clercs, mais qui en même temps veulent insinuer chez les auditeurs la haine des élites. Ouais. Oui. De tout ce qui peut justement faire contrepoids à leur discours. Des élites qui seraient censées justement porter un jugement distancié, intelligent, raisonné sur ce qui se passe, sur ce que vivent les gens, sur les critères qui pourraient servir à organiser leur conduite. Je crois que c'est aussi un élément dévastateur de ces chroniques. Bah ça, c'est un peu l'enjeu de la séance qu'on aura de l'Académie catholique sur l'anti-intellectualisme. Ouais. Parce que les formats actuels ne permettent pas des argumentations surcohérentes, élaborées. Henri Tinck, le regrettant Henri Tinck, le disait à propos de l'Église. Comment voulez-vous qu'un évêque puisse s'exprimer aujourd'hui quand tu lui donnes 2 minutes, et quand c'est 2 minutes, c'est vraiment beaucoup, pour s'exprimer sur la GPA, PMA, etc. C'est exercice impossible. Ouais. Donc voilà, il y a quelque chose à revoir aussi. Vous allez pouvoir échapper à ces chroniques justement et aller chercher dans les médias d'autres émissions, et tu vas avoir le temps évidemment. Ouais. Il m'arrive quelquefois de regarder C'est dans l'air, c'est pas trop mal. Voilà. Là, on entend des opinions différentes, il y a de vraies discussions, des débats. Je pense que France Culture aussi, il y a des émissions parfois, pas toujours, mais Toujours, mais bon, quand même. Il y a l'équivalent de Thomas Legrand sur France Culture. C'est un peu plus distingué, mais... Moi, je voudrais revenir, Claude, sur cette affaire de pragmatisme. Parce que, bon, le pragmatisme a des racines aussi philosophiques très fortes. Hein. William James, repris par Bergson, etc., à certains moments. Est-ce que tu penses vraiment que l'ère du temps, c'est ça? C'est une sorte de pragmatisme mou, qui ne veut pas dire son nom? Ou bien est-ce que c'est quand même un peu autre chose? Parce que je crois effectivement que, bon, on est quand même dans des temps difficiles. Personne ne va le contester, et que finalement il y a un peu une prime à ce qui peut marcher, mais est-ce que ça, c'est pas remettre en cause l'idée même de vérité? En fait, je pense qu'il y a déjà un problème sur l'utilisation du mot pragmatisme. Oui. Et moi, je lui accolerai pas, je ne te reproche pas d'ailleurs de l'avoir fait, je n'accolerai pas pragmatisme avec la mollesse. Au contraire, c'est une position philosophique qui est bien définie. Hein, tu as cité William James, c'est quelque chose, on est dans la métaphysique, avec le pragmatisme. Bon. Et je pense qu'on a dévoyé ce mot. C'est-à-dire que pragmatisme, c'est être près du réel, dans un certain sens. On ne sait pas trop d'ailleurs, parce que c'est utilisé à tout bout de champ. Oui, moi je suis pragmatique, donc ça veut dire je suis au concret, ou bien je suis près de vous. On ne sait pas trop en fait. C'est le et en même temps. Oui, c'est ça. Oui, parce que les pages finales sont assez dures contre notre président de la République, sur un certain pragmatisme qui en fait, oui, c'est ça, à peu près. Parce que... Et alors, je voulais rappeler là, les oppositions que j'ai travaillées. Donc il y a brûler et encenser, tuer et périr. Il y a la question de l'effondrement. Tout le monde adhère maintenant à ce fameux livre Effondrement. Oui, un collapsologique, un courant très puissant, notamment dans l'écologie. Mais c'est une écologie de riches finalement, parce qu'il y en a même qui se payent un château pour pouvoir survivre après la mort de tous les autres. Donc c'est une écologie qui est quand même un peu spéciale. Non, je pense que les catégories que tu utilises sont très suggestives. Et elles peuvent aider en tout cas à chacun de nous à se positionner et peut-être aussi prendre de la distance, un peu de recul de chroniques quotidiennes, si on suis certaine.
Et puis je voulais répondre à la question, là, finalement, vers quoi se tourner. Oui, Bon, oui. alors je donne une réponse dans la conclusion avec Maurice Clavel. Alors voilà, revenons sur le journalisme transcendantal. Hein, qu'est-ce qu'on entend par là? Il y a eu plusieurs colloques de menés là-dessus, y compris à l'Académie catholique de France. Eh bien déjà, il y a la prise de position. Mhm. Je crois que c'est le point fort de Maurice Clavel. D'abord, il a toujours affirmé qui il est, hein, à quel courant de pensée, à quel courant religieux il adhère. Mhm. Hein. Bon, c'est pour ça que au début, là, dans mon introduction, je montre que les chroniqueurs comme Thomas Legrand, Dominique Seux, en fait, on ne sait pas d'où ils parlent. Hein. Ils ne le disent jamais de toute façon. Et donc, il faut le deviner, mais en fait, on voit très bien. Hein, c'est une sorte de non-lieu, voilà, dans lequel on peut manipuler un petit peu ce qu'on veut à sa guise. On ne sait pas pourquoi, voilà. Donc je crois que la première chose, c'est de dire ce qu'il pense. Deuxièmement, c'est dans un débat de prendre position, je dirais directement, d'entrée de jeu, il prend position. J'ai remis hein, ce fameux dialogue, enfin, cette fameuse émission Messieurs les censeurs, bonsoir. Je dis, personne ne ferait ça aujourd'hui. Moi, je l'ai entendu en direct. Oui, moi aussi, oui. C'est une génération. Mais au contraire, aujourd'hui, il y a une telle collusion entre les politiques et les journalistes qui les interviewent que jusqu'au bout, ils restent, ils se défendent pied à pied, même si ça devient ridicule, mais ils restent sur leur siège. Et jamais ils ne le quitteraient. Oui, ils restent même pour se faire ridiculiser. Oui, c'est ça. Voilà. L'émission de Ruquier, Oui. Oui, comble. Dupond-Moretti a été invité dans la dernière. J'ai vu ça. Ah oui, en... il a accepté. Oui, voilà. Oui, alors ça c'est le troc entre les journalistes et les hommes Voilà, politiques, échange d'informations, contre-services. Ouais. C'est un monde très, très difficile, mais je pense qu'on va peut-être en rester là pour ne pas être trop long. Peut-être chacun d'entre nous peut conclure brièvement. Oui, non, simplement, vous avez parlé du pragmatisme. Je voudrais signaler quand même l'approche comportementaliste qui a eu beaucoup d'intérêt et de succès en psychiatrie à une certaine époque. Car effectivement, pendant que des malades bavardaient, utilisaient, comme on dit toujours, le langage, etc., ils n'en sortait rien, d'autres thérapeutes utilisaient le comportement. Vous avez peur de prendre l'avion, et bien on va vous essayer de vous faire reprendre l'avion, et peu à peu vous reprendrez l'avion, et peu à peu vous n'aurez plus peur. Donc on passe par le comportement pour guérir les malades. Et je pense que ce n'était pas une mauvaise chose, et que ça a guéri bien des gens. Et puis est arrivé le cognitivisme. C'est-à-dire qu'au lieu de travailler sur le comportement, on a travaillé sur les croyances. Ah, vous croyez que vous ne savez pas parler en public, pourquoi vous croyez ça? Ah, parce que j'ai eu un problème à tel moment, etc. Donc on analyse comment la croyance est installée chez l'individu, et peu à peu, alors il y a un certain nombre de croyances, je ne suis pas viril, etc. Bon. Et peu à peu, on va renverser, on va faire critiquer, le patient va critiquer ses croyances, il va les remettre en question, tout doucement, et peu à peu, il va évoluer. Et je voulais signaler ça parce que pendant un certain temps, les psychanalystes ont accusé les comportementalistes en leur disant qu'ils étaient complètement idiots, mais qu'avec le cognitivisme, on ne peut plus dire ça. Et puis surtout, les comportementalistes et cognitivistes s'adressent aux malades. Ils ne sont pas en train de bavarder. Et c'est ce bavardage effrayant qui est dans le livre de Claude, qui moi me terrifie, parce que pour moi c'est vraiment le moulin à prière tibétain, et cette neutralité, enfin ce bruit blanc en quelque sorte, pour moi est particulièrement désespérant. Alain, peut-être deux mots de conclusion? Bon, je vais sans doute répéter que c'est un livre salutaire, si on en avait besoin là, pour faire face à ces mensonges, ces facilités, ce bourrage de crâne que pratiquent les chroniqueurs en dehors de journée. En tout cas, c'est un bel éloge du journalisme transcendantal, c'est sûr. Moi, j'ai beaucoup apprécié aussi. Enfin, c'est un livre que j'ai trouvé très stimulant. Moi, évidemment, c'est du point de vue philosophique que j'ai creusé davantage les choses.
je me suis demandé aussi si, à travers le livre de Claude, au fond, on ne retrouvait pas aussi un vieux problème, j'allais dire aussi vieux que la philosophie elle-même, c'est-à-dire le combat de Platon et des sophistes. Bien sûr, bien sûr. Oui, c'est-à-dire on a souvent comparé Platon et Derrida aux sophistes. Eh oui. Nouvelle sophistique. En tout cas, merci Claude de nous permettre cette stimulation intellectuelle. Oui. Bon, c'est dans la suite aussi de livres précédents que je rappelle, Morphologie du divertissement. Là, l'analyse est plus mesurée, je trouve, moins vitriole. En tout cas, je souhaite à chacun de pouvoir lire ce livre et d'en faire un bon usage. Merci à tous. Merci. Merci.